Donc ça fait 15 ans. Ça en fait certainement d'ailleurs l'étude en relation client avec le plus de longévité, le plus de suivi. Donc ce qui en fait une certaine mine d'or, ce qui nous permet de dénicher aussi des pépites pour reprendre le slogan de la marque. On a commencé ça en 2009 ensemble, Marie-Laure. Et depuis, on a la même équipe, ce qui est hyper rare quand même dans des projets comme ça. Ce qui nous permet aussi de pouvoir capitaliser sur l'expérience. Euh, et cet observatoire, il est aussi devenu international. Là, on vous parlera aussi, on mettra en avant quelques comparatifs sur différents pays d'Europe. On l'a lancé l'international en 2011 avec l'ouverture de l'Espagne. Avant peut-être de regarder des slides, ce que je vous propose, c'est de découvrir ou de redécouvrir pour certains la petite vidéo de présentation de l'Observatoire qu'on avait présentée en avant-première lors de la remise des prix des Lucie Risquin de l'année en novembre. Et puis après, on va dérouler les différents chiffres ensemble. C'est parti. Alors, on n'a pas la vidéo par exemple. Tu n'as pas la vidéo? Moi, j'avais le son, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Marie-Hermine. J'ai la vidéo, moi en tout cas. J'ai Ah la bah vidéo et super le son. alors. Ah bah super, on continue, pardon. Hop. Et je te laisse la parole pour les premiers résultats, Ludovic. On n'a plus ton son, Ludovic, hein. Décidément, merci, pardon. Euh, pour attaquer, première chose, les Français sont des experts de la relation client, au moins autant que vous. Ils sont 78% à avoir contacté au cours des 12 derniers mois un service de relation client à distance, quel que soit le canal. C'est un chiffre qui est plutôt stable si on regarde sur ces dernières années. Donc, ils sont experts de la relation client par leur utilisation, parce qu'ils en consomment au quotidien. Et on voit que ce ne sont pas d'ailleurs les plus grands experts. Si on regarde en Europe, on est à peu près au milieu de la classe. Les plus gros utilisateurs sont les Italiens. 87% déclarent contacter un service client au moins une fois par an. Et à l'inverse, on a nos amis anglais, ils sont 73% seulement. Et on a les Espagnols à 83%. Donc, ils sont experts parce qu'ils consomment au quotidien de la relation client. On a eu des phénomènes accélérateurs, par exemple avec la crise Covid qui a accéléré le à distance et on aurait pu se dire, bon, c'est qu'une façade. Une fois que tout va réouvrir, qu'on va retrouver le présentiel, le à distance va retomber dans des scores inférieurs. Et bien en fait, il n'en est rien. Les Français comme les Européens se sont familiarisés ou ont développé leur sens avec la relation client à distance et ils continuent à en utiliser. La deuxième chose qu'on verra un peu plus tard dans les chiffres de Marie-Laure, c'est que cette relation client à distance, même si il y a eu l'avènement des self-care, de l'IA qui se développe, etc., elle reste encore très one-to-one, très humain à humain. Et puis quand on parle d'experts, on peut aussi parler d'expertise, d'une meilleure connaissance de comment fonctionne la relation client à distance. Et ça, c'est renforcé aussi par le fait que les médias, et pas les médias professionnels, mais les médias grand public, s'intéressent de plus en plus à la relation client à distance. Il n'y a quasiment pas une semaine sans que la relation client à distance n'ait un sujet soit dans un quotidien, soit dans un hebdo, etc. Donc vraiment, la relation client à distance, elle est décryptée, elle est mieux en mieux comprise. Euh,
après, ça crée aussi de plus en plus d'attentes, et ces attentes, elles sont en partie drivées par les meilleurs acteurs de la classe, ou ceux en tout cas qui sont le plus développés. Alors, quand on disait qu'effectivement, ils sont experts, ils en consomment beaucoup et ils en consomment de plus en plus, du moins en variété, puisque parmi ces 78% des Français qui ont donc contacté au moins une fois un service client au cours des 12 derniers mois, ils ont utilisé en moyenne 4 canaux différents au cours de l'année. On a vu que c'était les Italiens qui étaient les plus gros consommateurs. Là aussi, en termes de nombre de canaux, les Italiens consomment en moyenne 4,4 canaux, alors que les autres pays européens de notre benchmark, eux, sont effectivement dans la moyenne avec les mêmes chiffres que la France. Alors, les canaux dans l'observatoire, on va rentrer dans le détail un petit peu tout à l'heure. On en mesure 11 canaux dans l'observatoire, donc c'est 4 canaux parmi les 11 que l'on mesure. Et si on regarde un petit peu les profils des consommateurs, ceux qui utilisent le plus de canaux différents, on est bien sur des canaux différents pour plusieurs motifs de contact. On n'est pas sur 4 canaux, bien évidemment, pour un seul motif de contact. Ça en ferait beaucoup trop. Mais là, on est bien sûr au cours de l'année sur la diversité des canaux que j'ai utilisés. Et donc, ceux qu'on utilise le plus, ce sont les plus jeunes, les moins de 34 ans, et puis surtout les actifs qui aiment bien effectivement jongler entre les différents canaux, même si avant tout, au niveau des actifs, ils vont avoir vraiment un très gros intérêt pour l'email et les sites Internet. Ensuite, effectivement, quand je vous dis qu'ils consomment de plus en plus, eh bien, on voit la courbe de l'évolution. Ludovic en parlait, cet observatoire, il a 15 ans. On ne vous présente pas l'historique sur les 15 années, mais on va vous présenter l'historique aujourd'hui, notamment par rapport à 2018 et 2019, qui sont aussi un petit peu nos années de référence dans toute étude avant la crise sanitaire que l'on a connue. Et on voit qu'entre 2018 et 2023, eh bien, on est passé de, en moyenne, 3 canaux utilisés à 4 canaux. Alors, bien évidemment, c'est le résultat aussi de la diversité des canaux qui sont proposés par les marques, mais ça veut aussi dire que cette diversité de canaux, elle a été complètement adoptée par les Français dans leurs usages du quotidien. Alors, un petit peu Alors, dans le... Oui. peut-être pour compléter, ce qu'on peut se dire, c'est que, en fait, nativement, les consommateurs, ils sont multicanaux, ils sont omnicanaux. La relation client, elle s'adapte à ça, mais si on regarde dans nos utilisations au quotidien, on utilise tous en tant que consommateurs une multitude de canaux, à titre personnel, avec nos familles, avec plein de choses. Ben, c'est exactement ça. Et en fait, pour le consommateur, son objectif, c'est d'utiliser le bon canal au bon moment à fonction du bon besoin. C'est-à-dire qu'il ne va pas remplacer le téléphone par du chatbot. Non, c'est j'utilise le téléphone ou le chatbot ou l'email selon mon besoin, selon ce qui m'est proposé par la marque, d'où effectivement cette augmentation du nombre moyen de canaux. Alors, tous les canaux ne progressent pas au même rythme, à la même vitesse, voire même certains ne baissent pas. C'est notamment le cas du téléphone et de l'email. 55% des personnes ont utilisé au moins une fois le téléphone, 52% ont utilisé au moins une fois l'email. Et première information qui est très intéressante, c'est qu'avec cette multiplication du nombre de canaux, ben, ces scores ne baissent pas. Ils sont toujours aussi stables et ils sont toujours supérieurs à 50%. Ce sont vraiment les canaux fondamentaux de la relation client. Après, dans l'évolution, on a 2 canaux qui vraiment augmentent tous les ans, prennent de plus en plus d'importance dans la relation client. C'est le chatbot. Aujourd'hui, 28% des personnes ont utilisé au moins une fois un chatbot et c'est en progression de 3 points par rapport à l'année dernière. Et 20% ont utilisé une messagerie mobile qui est également en progression de 4 points par rapport à l'année dernière. Ce sont les 2 progressions les plus importantes. Sur le chatbot, ben avec 28%, en fait, il va se classer maintenant en 4e position. Donc, c'est quand même un élément important parmi les canaux utilisés. On a le téléphone, on a l'email, on a le site Internet. Et tout de suite après, aujourd'hui, le premier canal utilisé par les consommateurs, c'est le chatbot. Alors, quelques différences effectivement que l'on va avoir aussi entre les pays ou entre les profils. Toujours nos grands amis italiens. Alors, qu'est-ce qui consomme le plus puisque ce sont les plus gros consommateurs? Ben, tout d'abord, c'est le live chat. À l'opposé du chatbot, vous avez un conseiller en direct avec vous. Ils sont 42% à les utiliser
alors qu'on voit que c'est que 24% en France. Ils utilisent également plus les messageries mobiles. Les messageries mobiles, c'est WhatsApp et Messenger, hein. En France, c'est 20%. En Italie, c'est 38%. Et puis également les chatbots, ils sont 37% à les utiliser. En termes de profil, on va avoir des différences intéressantes selon l'âge des consommateurs. Alors, bien évidemment, on peut s'attendre à ces résultats-là, mais c'est intéressant d'y mettre les chiffres. Les applications mobiles, elles sont plus utilisées par les moins de 25 ans. Ils sont 29% à les utiliser, c'est 20% au global des Français. Les réseaux sociaux, ce sont les moins de 35 ans. Ils sont 25% à les utiliser. Et vous voyez, c'est 14% dans notre graphique au global des Français. Alors, les plus de 65 ans, eux, ils vont un peu moins utiliser l'email. Ils ne l'utilisent que à 45%. C'est un peu moins que nos 52% au global. Et enfin, le chatbot, lui, va être plus utilisé par les 25-50 ans, qui sont 35% à l'utiliser. Alors, on parle d'augmentation de nombre de canaux, et bien on peut parler aussi d'augmentation de durée, de temps passé avec les services clients, même sur les canaux traditionnels. Je vous le disais, le téléphone et l'email n'ont pas baissé en termes de taux d'usage, et en fait, les scores ont même augmenté en termes de temps passé sur ces différents canaux. Sur le téléphone, ce que l'on demande aux consommateurs, c'est, selon eux, en moyenne, combien de temps ils ont passé pour l'ensemble de leurs contacts, bien évidemment pas pour un contact en particulier, mais sur l'ensemble de leurs contacts pour des contacts téléphoniques avec des services clients. Ils nous ont déclaré avoir passé 2h46 au téléphone avec vos conseillers et c'était 1h47 en 2018. Donc, on a augmenté d'1 heure le temps passé au téléphone. Et de la même manière sur l'email, en moyenne, les Français, ils ont envoyé 9,2 emails pour toutes leurs demandes confondues. En 2018, c'était 8 emails. Donc, on a également une forte augmentation du temps passé. Alors là, les champions, toutes catégories, ce sont nos amis britanniques. Ils vont passer 4 heures au téléphone avec les conseillers en moyenne dans l'année et ils vont envoyer 11 emails. C'est eux qui ont les scores les plus élevés de tous les pays européens. Et puis, un chiffre qui peut être aussi un peu surprenant, si on s'intéresse toujours aux profils sociodémos de nos consommateurs, ce sont les jeunes, les moins de 25 ans, qui vont passer le plus de temps au téléphone avec les services clients. Alors, est-ce que c'est parce que c'est eux qui ont le plus de temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en moyenne, ils vont passer 4 heures par an au téléphone avec les services clients. Et comme les Britanniques, c'est eux aussi qui vont envoyer le plus d'emails aux services clients. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ce constat un petit peu on va dire, des usages des services clients, mais on va s'intéresser un petit peu à la perception. Parce que qui dit plus d'usage, est-ce que finalement c'est plus d'usage en fonction de mes besoins, mais aussi finalement plus d'usage parce que peut-être que je suis satisfait et avant tout, tout d'abord, j'ai confiance dans la qualité des services clients. 83% des Français nous ont dit qu'ils avaient confiance dans les canaux qu'ils avaient utilisés, dans les réponses apportées par les services clients selon les différents canaux qu'ils avaient utilisés. Si on regarde les résultats selon les canaux de contact, les scores sont très élevés, 92% de confiance pour le téléphone, 91% de confiance pour l'email. Je peux vous dire que ce sont des scores qui sont très, très bons. On a tendance à dire qu'en fait, un bon score, c'est un score autour de 80%. Donc déjà, au global, on est très bon, on est au-delà des 83. Et en plus, on est au-delà des 90% pour les deux canaux principaux. Je rappelle qu'ils sont plus de 50% des Français à les utiliser. Donc, on a vraiment, les Français ont confiance dans les services clients. Et si je fais le parallèle avec une des tendances, effectivement, qui a été publiée par Thierry Spencer en ce début d'année, il a titré « Le client sera confiant ». Donc, on est complètement dans la thématique avec effectivement ce défi à relever de la part des entreprises pour conquérir la confiance des consommateurs. Selon un sondage qui a été mené effectivement en 2023, on a 44% des Français qui citent la méfiance comme première caractéristique dans leur état d'esprit vis-à-vis des marques et des entreprises, et seulement 29% citent la confiance. Donc, j'ai envie de dire que les services clients, ils ont déjà fait le travail, puisque 83% des Français ont cité la confiance. Alors,
ben, s'ils ont plus confiance, forcément, ils les utilisent plus, hein. C'est les chiffres qu'on a vus juste avant. Alors, qui dit confiance dans un service client, est-ce que c'est synonyme de fiabilité, d'écoute client, de proactivité? On sait que ce sont des éléments essentiels, effectivement, aussi pour être des leviers de la satisfaction. Et bah, ce qu'on peut vous dire, c'est que oui, les experts français sont totalement satisfaits de la qualité du service fourni par les services clients. Ils nous le disent en moyenne, on a 81% de satisfaction à l'égard de l'ensemble des services clients. Et puis, ce qui est particulièrement intéressant, et c'est la première fois qu'on observe ce score depuis 2018, on a une augmentation de 3 points de la satisfaction. On était à 78% en 2022 et ceux d'entre vous qui suivent des baromètres de satisfaction savent que c'est pas si facile que ça de gagner 3 points de satisfaction en une année. Donc, c'est vraiment le résultat d'une qualité de service qui s'est améliorée. Là aussi, si on regarde selon les différents canaux de contact, les 2 canaux principaux, le téléphone et l'email, sont ceux qui ont le plus progressé. Ce ne sont pas forcément les meilleurs scores, on va le voir dans le détail juste après, mais en tout cas, ce sont les plus fortes progressions. Et si je vous dis que c'est dur de gagner 3 points au global, imaginez les efforts qui ont été mis en place pour gagner 6 points de satisfaction sur le téléphone. On est passé de 80% de satisfaction en 2022 à 86% cette année et on a 81% de satisfaction pour l'email. Alors, j'ai bien évidemment bien envie de mettre en avant que des résultats très positifs. On reviendra un petit peu plus tard sur les difficultés, mais il y a quand même une difficulté, et on l'a déjà vu tout à l'heure avec l'indice de confiance, c'est le chatbot qui là aussi a des scores qui sont bien plus bas que l'ensemble des autres canaux, hein. On est seulement à 52% de satisfaction et on ne peut pas dire que c'est un bon score de satisfaction, hein. Et en plus, ça va être le seul score de satisfaction qui cette année ne progresse pas. Comment se situe la France par rapport aux autres pays européens? Eh bien, ce 81% de satisfaction, c'est le meilleur score avec les Allemands qui sont au même niveau. Et puis, souvent, on observe dans les baromètres internationaux que les notations des Allemands sont un peu meilleures que les Français. Donc, je dirais c'est une preuve supplémentaire de la qualité des services clients français. Par exemple, en Espagne, le score de satisfaction globale, il est de 74% et en Italie et au UK, il est de 77%. Ce 81% de satisfaction, c'est quel que soit le motif de contact. On est aujourd'hui présent sur les pépites café de la marque. Donc, bien évidemment, on ne va pas vous parler que de réclamations, mais on sait quand même que la majeure partie des demandes des clients, des consommateurs à un service client, ce sont des réclamations. Et ce 81%, il intègre bien évidemment toutes les demandes aussi qui ont été réalisées pour des demandes de réclamation. Alors, si on regarde dans le détail les différents canaux, ben, vous voyez un petit peu en bas du graphique notre chatbot, hein, voilà, qui n'est pas à la hauteur, on va dire, de l'ensemble des autres canaux. Ensuite, vous avez en bleu les scores de l'année dernière et on aperçoit que même si ce n'est pas significatif, j'emploie un terme un peu barbare et statistique, mais qui est important, tous les scores sont en hausse par rapport à l'année dernière, avec, on l'a vu, les 2 hausses les plus fortes pour le téléphone et l'email. Où est-ce qu'on observe les meilleurs scores? Bon, le face-à-face, bien évidemment, mais si on regarde plutôt sur tout ce qui est, on va dire, la relation client à distance, ben, avant le téléphone, on a le click-to-call qui reste quand même effectivement le canal préféré en termes d'expérience client. Alors, en termes de profil sociodémographique, les moins satisfaisants, ben, ce sont nos jeunes. Les moins de 25 ans, ils sont satisfaits à 75% versus notre 81 au global. Non, pardon, excusez-moi, c'est sur le téléphone. Excusez-moi. Ils sont satisfaits à 75% sur le téléphone versus le 86% qu'on a à l'écran, alors que je vous rappelle qu'ils passent 4 heures par an au téléphone avec les services clients. Ensuite, sur les messageries mobiles et les applis mobiles, les moins satisfaits, ça va être plutôt les 40-54 ans. Ils ont un score de satisfaction de 70%, donc qui est vraiment un petit peu plus bas que les 84 et 82 qu'on observe ici sur le graphique. Et enfin, le chatbot, on a une vraie différence générationnelle entre les plus utilisateurs, les 25-35 ans, qui sont satisfaits à 65% du chatbot. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas si mauvais
même si c'est quand même en retrait des autres canaux, et les plus de 65 ans qui, eux, je pense, définitivement n'y arrivent pas, puisqu'ils ne sont satisfaits qu'à 35% de l'utilisation des chatbots. Alors, peut-être pour rester quelques secondes encore sur ce slide, Marie-Laure, quand on parle chatbot, ça veut dire aussi qu'on a deux enjeux majeurs. Parce qu'en fait, le chatbot, c'est quoi? C'est une conduite du changement. C'est finalement un outil do it yourself, mais cette fois-ci, les do it yourself pour le consommateur. Et on a vu que c'était sur ce canal-là, on est en retrait sur les deux items qui sont importants, qui sont la confiance et la satisfaction. Donc l'enjeu certainement des prochaines années, si on veut arriver à généraliser les chatbots et à faire en sorte que cette automatisation de la relation client puisse créer de la valeur chez nos clients, c'est de générer de la confiance et de la satisfaction, mais rien de si inquiétant que ça, parce que quand on y réfléchit, toute conduite du changement commence toujours au début par de la négation, et au fur et à mesure, il y a de l'appropriation. Alors, si on compare la qualité perçue dont parlait finalement Marie-Laure à la qualité délivrée qu'on mesure lors de élus service client de l'année, vous avez sur la gauche les notes moyennes des lauréats et sur la droite les notes moyennes des non-lauréats. Première chose, comme sur la qualité perçue, ce qu'on constate, c'est que les notes globales des participants, des non-lauréats et des lauréats progressent. Ça progresse en gros de 0,69% chez les lauréats et de 1,65% chez les non-lauréats. Donc on a finalement une corrélation entre la qualité perçue et la qualité délivrée. Cette année, la note moyenne des lauréats, c'est même la note moyenne la plus élevée qu'on a constatée sur les 17 éditions pour la partie française. On constate une deuxième chose, c'est que la note moyenne des lauréats, qui est à 16,40 sur 20, elle progresse cette année, et c'est l'une des premières fois, un peu moins vite que la note moyenne des non-lauréats. Ce qui veut dire que les non-lauréats, même s'ils sont encore à un peu plus de 4 points d'écart des lauréats, commencent à rattraper un petit peu leur retard. Deuxième constat, quand on regarde ces différents scores, ce qu'on peut constater, c'est qu'à gauche, la note moyenne des lauréats, sur les différents canaux, elle est plutôt homogène. J'ai 16,30 sur 20 au téléphone, j'ai 16,95 sur les emails ou formulaires, 17,58 sur la navigation Internet, 17,17 sur les réseaux sociaux et 14,59 sur le chat. En gros, j'ai une fourchette assez homogène, sauf sur le chat, où je suis encore un petit peu en retrait. Si je regarde la moyenne des non-lauréats, je suis à 9,97 sur le chat, 12,66 sur les réseaux sociaux, 17,22 dans la navigation Internet, 11,21 sur les emails et formulaires, 12,64 sur le téléphone. L'un des enjeux de nos marques, c'est quoi? C'est l'homogénéité. Quand vous faites une promesse, cette promesse, c'est une promesse de marque. Quel service je vais délivrer à mes clients? Cette promesse, elle est indissociable du canal, c'est-à-dire, je ne vous dis pas je vais bien vous servir sur tel canal, moins bien sur tel autre canal. Le client, ce qu'il s'attend, c'est avoir une qualité de service homogène partout. Et donc là, c'est l'un des enjeux, certainement, de nos entreprises, c'est d'être capable d'offrir une qualité de service homogène sur l'ensemble des canaux. Alors, on peut accepter que sur des nouveaux canaux, on soit en dessous pour rattraper au fur et à mesure le niveau de mes autres canaux, mais il ne faut pas qu'un canal vienne dégrader la qualité de service qui est réalisée par la marque. Qu'est-ce que disent les participants ou les lauréats, justement, quand on les interroge et pourquoi élu service client de l'année? Première des sources de motivation, c'est motiver et donner du sens à leurs collaborateurs. On le sait tous, le métier de la relation client, c'est un métier comme plein d'autres qui est en tension sur le recrutement, en tension sur les équipes. Et pourquoi est-ce qu'un collaborateur choisit un métier de la relation client plutôt qu'un autre?
c'est parce que son métier, il a du sens et on a en plus de la chance d'avoir des métiers euh, hyper satisfaisants parce que un métier où on aide les autres et on leur résout, on leur apporte des solutions, c'est un métier normalement qui peut amener énormément de plaisir. Euh, Deuxième item qui revient le plus, c'est fidéliser et conquérir. Alors, il y a 17 ans maintenant, quand on préparait le service client de l'année, on disait souvent que la relation client était un centre de coût. C'est de moins en moins considéré comme ça aujourd'hui. Et de plus en plus, c'est considéré comme un levier de conquête et de fidélisation de nouveaux clients. Et donc, ça veut dire qu'il y a un ROI de plus en plus important si on sait bien utiliser l'atout relation client. Autre item qui revient régulièrement, c'est créer du lien. On parle de plus en plus ces dernières années dans la relation client d'émotion. On est dans des métiers où il y a une concurrence assez exacerbée, où la différence entre les produits est assez faible et la relation client, elle permet de créer du lien entre son client et l'entreprise, ce qui crée finalement de l'attachement et ce qui normalement doit derrière limiter le churn. Enfin, le quatrième item qui revient le plus souvent, c'est auditer et améliorer. Pourquoi? Quand on participe à élu service client de l'année, c'est pas seulement pour gagner, c'est aussi pour bénéficier d'un benchmark, savoir où on se positionne par rapport à ses confrères, par rapport au marché de la relation client, parce que je vous rappelle que vos clients, ils vous comparent évidemment au même secteur d'activité, mais ils vous comparent aussi à l'ensemble des expériences en termes de relations clients qu'ils peuvent vivre au quotidien avec les autres marques. Et donc l'intérêt, c'est aussi de savoir où on se positionne pour pouvoir derrière mettre en place soit des plans de formation, soit consolider des pratiques qu'on a mis en place et qui sont plutôt performantes. Euh, donc voilà. Si on passe Alors, au maintenant un petit peu, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe après ce contact avec les services clients, finalement? Comment se comportent les Français? Alors, tout d'abord, ils adorent parler de la relation client. Tu disais au début, effectivement, qu'il y avait énormément de publications dans la presse, de sujets, mais les Français, au café, justement, de quoi ils parlent? Eh bien, pour 56% d'entre eux, ils aiment partager leur expérience avec un service client à leur entourage. Donc, c'est quand même un Français sur deux qui va parler régulièrement de ses contacts avec telle marque ou telle entreprise. Et puisqu'ils sont satisfaits, puisqu'ils ont confiance, ce qui est quand même très important, c'est que pour 84% d'entre eux, ils vont en parler de manière positive. Ils vont quand même retenir l'ensemble de ces expériences positives qu'ils ont eues. Alors, comment ils en parlent finalement de cette relation client? Alors, tout d'abord, pour 2 tiers d'entre eux, ils vont en parler en discutant avec des proches. Pour ça, je disais, lors d'un café, lors d'un repas, lors d'un moment de convivialité. Et puis, 1 quart d'entre eux vont quand même en parler également sur les réseaux sociaux. Ceux qui partagent le plus leur contact de relation client, ce sont les jeunes, les 18-24 ans. 2 tiers d'entre eux, 73%, vont partager leur expérience avec les services clients. Alors, si on regarde également d'un point de vue européen, eh ben, c'est en Espagne et en Italie qu'il y a le plus de partage, on va dire, des expériences de relations clients. Hein. On monte jusqu'à 66% pour les Espagnols. Et ensuite, par contre, grosse différence auprès des Allemands. Eux, les Allemands, ils vont préférer partager, enfin préférer, ou en tout cas, ils vont beaucoup partager les expériences négatives, puisqu'ils sont 47% à parler malheureusement des expériences négatives, alors qu'en France, on n'est que 16%. Et vous avez ici dans le graphique en colonne, effectivement, les différents types de canaux de contact qu'on leur a proposés, effectivement, pour partager, où vous retrouvez effectivement en premier le fait de partager ces contacts en discutant avec des proches. Et vous avez à la fin en colonne, en couleur un petit peu jaune, effectivement, les partages via les réseaux sociaux qui restent quand même relativement faibles. En tout cas, ce n'est pas du tout la majorité, et ce, quel que soit le pays concerné. Ludo, ah, non, tu as le micro qui est coupé. Pardon. Aussi, ce que ça dit, Marie-Laure, c'est qu'une grande partie des échanges sur les marques, aujourd'hui, ne sont plus gérés par les marques et donc ne peuvent pas influer dessus
parce qu'on discute avec des proches. Ça, c'est quand même le premier. Les sites de la marque concernée, si on regarde, c'est relativement faible comparé à ça. Alors, dans cet observatoire, finalement, ça fait apparaître qu'on a quelques a priori qui ont la vie dure et pourtant, c'est pas ce que nous disent les Français. Euh, à chaque fois aussi, on entend parler que les Français ne répondraient plus à des enquêtes de satisfaction. Pourtant, ils sont quasiment 60% à dire qu'ils ont répondu à une enquête de satisfaction. Ce sont des scores relativement élevés comparés à l'Allemagne, 38%. Allez, un petit peu en retrait versus... Ludovic, Oui, euh, je crois que votre son grésille un peu. Alors peut-être que c'est seulement de mon côté. Non, Je j'ai sais pas. pareil, effectivement, j'ai le même Ouais. problème. Euh, alors, ça fait une voix très métallique. Ouais, il y a eu une petite coupure de son. ça va mieux? Non. Non. Je ne sais que vous dire. Marie-Laure peut-être reprend la main dans ce cas-là. Bah, sinon, peut-être Ouais, coupe le son, je reprends la main si tu veux, je continue, j'avance le temps que tu... Ok, merci. Non. Alors, effectivement, ce qu'on se disait, c'est que vous êtes beaucoup parmi les acteurs de la relation client à mettre en place des enquêtes de satisfaction. Et le premier élément qui est intéressant, c'est que 58% des Français nous disent qu'ils ont déjà répondu à une enquête de satisfaction. Alors, effectivement, notre principale crainte quand on met en place ces enquêtes de satisfaction, c'est de se dire, oui, mais personne n'y répond. Oui, mais ce sont que les clients mécontents qui répondent. On a beaucoup de stéréotypes autour, et je dirais d'idées reçues autour des enquêtes de satisfaction. Et effectivement, je suis d'autant plus heureuse de présenter ce chiffre parce qu'on voit déjà que très largement, les Français répondent aux enquêtes de satisfaction. Et puis surtout, peut-être l'enseignement le plus important que j'aurais envie que tout le monde partage, c'est que dans 73% des cas, c'est pour partager une belle expérience et pour récompenser la marque ou le conseiller. Effectivement, ce qui veut dire que on peut dire stop. Non, ce ne sont pas que les clients insatisfaits qui répondent aux enquêtes de satisfaction, ce sont bien tous les clients qui répondent. Alors, selon les pays européens, le score n'est pas tout à fait le même. Effectivement, les Allemands répondent beaucoup moins aux enquêtes de satisfaction et ce sont les Espagnols qui répondent le plus. Si on regarde en termes d'âge, et c'est peut-être des choses que vous avez déjà observées chacun d'entre vous lorsque vous mettez en place des enquêtes de satisfaction, il y a un petit biais de réponse aux enquêtes de satisfaction en fonction de l'âge. Je ne vais pas vous étonner quand je vous dis que ce sont les plus de 65 ans qui vont répondre le plus aux enquêtes et que les plus jeunes, les moins de 25 ans, ce sont eux qui ont qu'on a le plus de mal à accrocher. Et si je veux même faire un stéréotype qu'on observe dans nos métiers, nous, du marketing, ce sont les hommes de moins de 25 ans qui répondent le moins aux enquêtes de satisfaction. Ah, alors, cette fois-ci, c'est Marie-Laure qui Cette semble fois-ci, avoir on un a peu de perdu soucis. Marie-Laure. Oui. Ah, mais alors, par contre, Ludovic, c'est bon, je crois que le son est revenu chez vous. Alors, super. Sauf que c'est Marie-Laure qui a la main sur la présentation. Ah, Euh, et et on va je... essayer de faire sans, c'est pas grave, il faut un petit peu de difficulté. Ouais, Euh, on va vous relayer. alors, si on regarde en fonction des différents pays, les Français sont légèrement au-dessus de la moyenne, c'est ce qu'on se disait. Hein. Ceux qui répondent le plus, ce sont les Espagnols. Et c'est pour parler d'une bonne expérience récompensée majoritairement qu'ils partent. Alors, on a aussi voulu creuser en fait le fait de pourquoi les Français, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les chatbots. Parce qu'on l'a vu, ça reste un des canaux qui progresse, mais qui est encore en retrait, malgré les différents investissements qui peuvent être faits ces derniers temps dessus. Euh, Ce qu'on constate, c'est que sur le chatbot, comme sur les réseaux sociaux, ils sont, dans 38% des cas, ils nous disent que leur contact a échoué, qu'ils ont dû utiliser un autre canal de communication. Et donc, on le sait, le premier critère qui est discriminant en général sur la satisfaction et la confiance, c'est quoi? C'est est-ce que j'arrive à avoir quelqu'un dans le délai où je voulais avoir cette personne? Premier point. Deuxième point, c'est est-ce que le canal qu'on me propose habituellement, il est toujours disponible ou pas?
Et donc, on a aujourd'hui un vrai défi sur ces différents canaux à les rendre disponibles en permanence. Et si la réponse n'est pas satisfaisante, donner la possibilité à ce consommateur de pouvoir aller sur un autre canal. Et donc, c'est aussi l'enjeu. On ne t'entend pas, Marie-Laure. C'est aussi l'enjeu. Voilà, les aléas du direct, mon PC s'est éteint sans me prévenir. Ah, parfait, super. Je suis de retour, je vous repartage le document. Veuillez m'excuser. Et donc, le véritable enjeu, en plus, on était parti du coup sur un slide de 16, Marie-Laure, et du coup, la véritable enjeu aussi pour ces différents canaux, c'est de les rendre accessibles en permanence, et s'ils ne sont pas accessibles, ou s'ils ne donnent pas une réponse satisfaisante, donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir switcher d'un canal à l'autre. Parce qu'avec 38% de j'arrive pas à le joindre, ça voudrait dire que sur le téléphone, par exemple, j'ai une qualité de service à 62%. Peu d'entreprises se satisferaient d'un tel score. Alors souvent aussi, on nous pose la question sur élu service qui en année, et c'est le slide suivant, de finalement, est-ce qu'il faut que j'ai une équipe interne, une équipe externe? Est-ce que la cuisine ou l'arrière-boutique influence la qualité de service et la qualité de la prestation que je délivre à mes clients? Aujourd'hui, les résultats d'élu service qui en année, et ils sont plutôt stables sur ces dernières années, montrent que pour les participants, ils sont plus de la moitié à externaliser la totalité ou une partie de leur relation client, que cette relation client, dans plus de 50% des cas, elle est en partie réalisée, toute ou partie réalisée à l'étranger, et que 30%, 29% utilisent au moins deux prestataires, souvent pour soit répartir les risques, soit en fonction de la spécialisation de ces prestataires, pour pouvoir leur attribuer tel ou tel canal. Donc finalement, un partenaire en relation client, c'est quelqu'un aussi qui peut délivrer une qualité de la relation client et permettre d'aller chercher le titre élu service client de l'année et d'avoir les niveaux de satisfaction que nous a montré Marie-Laure. Alors, en plus de l'équipe, ce qui compte, c'est l'état d'esprit de cette équipe. Et là, c'est ce que vous voyez. Alors, toutes les images que vous voyez sont des images qui ont été prises à la remise des prix d'élu service qui en année cette année. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, ils sont plutôt dans un état d'esprit conquérant qui change un peu du monde austère de l'entreprise. Et c'est faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que participer à des challenges, mettre en place des challenges aussi, ça transcende les équipes, ça leur permet de se dépasser parce que la relation client, c'est plein de petits points de détail qui, à la fin, font une expérience client satisfaisante ou très satisfaisante ou qui créent de l'attachement. Et pour ça, il faut aussi avoir des équipes qui sont dans un état d'esprit conquérant, qui ont envie de se dépasser et qui font passer toutes ces émotions. Et là, on voit que finalement, c'est eux qui vivent les émotions. Alors, on est arrivé au terme de cette présentation. On a tenu le timing à 4 minutes près. Et donc maintenant, on est arrivé à l'heure des questions et réponses.